Bien. Il s'agit donc de... Je vais vous parler du chapitre 1. En fait, dans ce chapitre 1, on va étudier les amplificateurs à transistors. Donc, il y a les amplificateurs à transistors à effet de champ et les amplificateurs à transistors bipolaires. Et nous allons étudier ces amplificateurs en déterminant leurs caractéristiques. En fait, l'amplificateur, c'est une boîte noire. À l'entrée, on a un signal variable, E de T. Souvent, pour ce semestre, on va se limiter à un signal sinusoïdal. Et pour le semestre S6, on va changer ce type de signal. Et en sortie de l'amplificateur, vous allez obtenir Vs est égal à 1A Vm sinus oméga t, dans lequel A est le coefficient d'amplificateur. C'est une constante. Il y a un terme qui apparaît ici, c'est le oméga, c'est la fréquence. Selon la fréquence du signal, l'amplificateur peut se comporter de façon différente. C'est pour cela que l'on va vous parler de l'amplificateur en basse fréquence. Qu'est-ce que c'est que basse fréquence? Ce sont, pour oméga ou F, allant de quelques dizaines de Hertz à quelques mégahertz. E de T, c'est le signal d'entrée. Ça peut être, par exemple, ma voix. Quand je parle dans un micro, le micro va transformer le signal acoustique en un signal électrique. Et ça sera donc E de T. Ça peut être un signal solaire. Ça peut être un signal cosmique. Ça peut être le signal d'une antenne de télévision. Tout ça, on va le représenter, nous, par le générateur E de T. Et en sortie, comme A va être de l'ordre de 100 et ça peut aller jusqu'à 1000, donc si vous envoyez 1 millivolt ou 10 millivolts à l'entrée, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 à 15 volts en sortie, d'amplitude crête à crête, Vm. Ici, donc en petits signaux, Vm c'est quelques millivolts, et le AV ici, AVM, c'est quelques dizaines, voire quelques vingtaines de volts, crête à crête. Alors, par exemple, basse fréquence, le signal acoustique, ou le signal, ce qu'on appelle le signal audio, ce sont des fréquences qui vont de quelques centaines de hertz, c'est les basses fréquences, ou les basses, un tambour, quand on tape sur un tambour, quand je fais un bruit, si je tape sur la table, eh bien, à ce moment-là, je suis vers les 100 hertz, jusqu'à... Alors, ça dépend de l'oreille de chacun. Alors, pour un musicien, ça peut aller jusqu'à 25 kHz. Et pour nous, les gens qui ont un oui bon, correct, ça va aller jusqu'à quelque chose comme 15 kHz. Voilà à peu près. Donc, il s'agit pour nous d'étudier donc un amplificateur, les caractéristiques de l'amplificateur. Les caractéristiques de l'amplificateur pour lorsque lui envoie un signal basse, très faible amplitude, il nous donne un signal très puissant en sortie. Alors, pour démarrer ça, je vais commencer par quelques rappels. Je pense que tout le monde connaît ce montage. C'est un montage qui est alimenté par une tension VCC. Donc, c'est un montage émetteur commun.
Ça peut être aussi un montage collecteur commun. Donc, la partie, l'entrée, elle est par là. Et la sortie, elle est ici. Ce montage, il est alimenté par la tension VCC constante, qui est la tension de polarisation. Cette tension de polarisation avec les résistances R1, R2, RC et RE permet de fixer le point de fonctionnement. Qui est défini par P. Donc, il est défini par VBE 0, IB0, pardon. IC0 et VCE0. On définit en statique ce qu'on appelle la droite de charge statique. Qui est donnée par IC est égal à moins VCE sur RC plus RE plus VCC sur RC plus RE. Je pense que ça, vous n'avez pas de difficulté avec ça. C'est ce que vous avez déjà vu. Alors, cette droite de charge, voilà. Donc, il coupe la caractéristique au point P de fonctionnement. Donc, le point P de fonctionnement, il est ici. Il est projeté sur la caractéristique. Donc, ici, nous avons VBE. Je voudrais vous demander, est-ce que vous arrivez à voir ça? C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir ou je dois le réécrire? Je dois le réécrire, je suppose. Oui. Donc, IB, IC et VCE. Et donc ici, nous avons VCE 0, IC 0, IB 0, et ici, VBE 0. C'est le point de fonctionnement donc, qui est un peu sur les 4 cadrans. Alors, à l'entrée, donc ici, nous avons des grandeurs continues statiques qui ne bougent pas dans le temps. Pour que ce montage joue le rôle d'un amplificateur, en fait, il peut jouer le rôle d'un amplificateur ou bien d'un adaptateur d'impédance. À l'entrée, on va injecter un signal variable. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Donc ici, on va injecter E de t. Donc E de t, je rappelle que E de t, c'est un Vm sinus oméga t. Et en sortie, on va avoir un Vs de t. A Vm sinus oméga t. Là, on a un mélange de deux grandeurs. On a un mélange des grandeurs continues et des grandeurs variables. Donc, il va falloir faire la différence entre les deux. On ne va pas les écrire de la même façon. C'est pour cela qu'on va utiliser une notation assez particulière. Pour les grandeurs variables, ou plutôt pour les grandeurs continues, ou constantes, eh bien, on va utiliser des lettres majuscules avec des indices majuscules. Etc. Pour les grandeurs, il y a un S ici, pour les grandeurs variables,
On va utiliser des lettres minuscules avec des indices minuscules. Etc. Et quand on mélange les deux, on va obtenir des grandeurs totales. Qu'on va écrire par une lettre minuscule avec un indice majuscule et qui sera donc égal à VD plus petit VD. Et c'est valable pour toutes les autres. Pour les courants ou tout ce que vous voulez, donc c'est la même chose. Bien. Donc on a un mélange, c'est là où il y a la difficulté, on a un mélange des grandeurs statiques et des grandeurs variables, ou on les appelle aussi les grandeurs dynamiques. Pour faire l'étude théorique, en général, on sépare les deux. Autrement dit, pour faire l'étude dynamique, on dit les grandeurs continuent à 0, on les enlève du schéma. On les met à la masse. Toutes les grandeurs continues, on va les mettre à la masse. Et si on veut faire l'étude en statique, eh bien, on met les grandeurs variables à la masse aussi. Ou bien, on les ouvre, on les enlève. Donc, on va étudier séparément les grandeurs, séparément le montage en régime statique et le montage en régime dynamique. Le montage en régime statique, vous l'avez déjà fait. On ne va plus en parler. Ce qui va nous intéresser en S5, c'est le régime dynamique. Donc on s'arrêtera au régime dynamique. Et on va étudier le régime dynamique sous toutes ses formes. Bien sûr, on va vous rappeler un peu le régime statique, comment déterminer le point de polarisation dans le TD1. Donc vous allez avoir comment déterminer la polarisation, etc. pour le rappel. Mais après, par la suite, on va surtout travailler avec le régime dynamique. Bien. En TP, quand on va brancher l'alimentation VCC et on va brancher le générateur, ben on ne peut pas séparer. L'oscilloscope va vous donner les deux. Il va vous donner et le dynamique et le statique en même temps. En TP, on ne peut pas séparer. Donc l'étude théorique, vous allez la mener en séparant les deux, mais en travaux pratiques, quand vous allez faire les mesures, vous allez mesurer les deux grandeurs. Mais on va vous montrer, Sylvie va vous montrer comment on peut faire une séparation, un peu, et des astuces pour pouvoir séparer. Mais quand on alimente le montage, on ne va pas dire, bah, on va faire l'étude statique, et puis après, je vais couper VCC pour faire l'étude dynamique. Ça ne marche pas. VCC doit exister pour pouvoir faire l'étude dynamique. Bien. Cette introduction et ces rappels étant dit, mais on va